Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Solène avait connu une vie dure, sans répit, mais toujours guidée par l'amour profond qu'elle portait à sa fille unique, Élodie. Depuis la mort tragique de son mari dans un accident de chantier, elle avait assumé seule le rôle de mère et de père. Femme de ménage dans des hôtels, elle rentrait tard, épuisée, mais souriante dès qu'elle voyait Élodie dormir paisiblement. Elle renonça à tout pour elle, à l'amour, aux vacances, à ses rêves. Chaque centime économisé servait à offrir une vie meilleure à sa fille. Solène se sentait fière, convaincue que son amour suffirait à la rendre heureuse. Rien ne comptait plus que le bonheur de son enfant. Elle assistait à chaque spectacle de fin d'année, cousait des déguisements à la main, préparait des goûters maison même après 10 heures de ménage. Élodie grandissait entourée d'affection, de tendresse et d'une présence maternelle inébranlable. Solène ne comptait ni son temps, ni sa fatigue, ni ses douleurs. Elle n'avait qu'un objectif, que sa fille n'ait jamais à souffrir comme elle. Sa plus grande fierté était de voir Élodie réussir, s'épanouir, sourire. Et pour cela, elle aurait tout donné. Absolument tout. Élodie et Solène partageaient une complicité rare, presque sacrée. Dès l'enfance, la petite fille n'acceptait de se faire coiffer que par sa mère, s'endormait uniquement bercée par sa voix. Chaque matin, Solène préparait ses vêtements avec soin, ajoutant une petite note dans sa trousse, juste pour lui souhaiter bonne chance. Elles se racontaient tout, riaient ensemble, se consolaient en cas de peine. C'était une relation si forte que même les voisins les appelaient « les inséparables ». Solène ne vivait qu'à travers le regard de sa fille. Quand Élodie entra au lycée, rien ne changea. Elles faisaient encore les courses ensemble, partageaient des soirées crêpes devant la télé, parlaient de tout, même des premiers émois amoureux. Solène l'écoutait sans juger, offrant des conseils pleins de bon sens et de douceur. Élodie disait souvent qu'elle n'avait pas besoin de père, car sa mère était déjà tout pour elle. Solène croyait que rien ne viendrait jamais briser ce lien si pur. Mais les années passèrent, et l'imprévisible frappa à leur porte. C'est à la faculté de droit qu'Élodie rencontra Arthur Delma, un étudiant brillant, poli, ambitieux, et surtout fils d'un notaire très réputé. Il roulait en voiture de luxe, vivait dans un appartement chic, et parlait avec assurance de voyage, de golf et de gastronomie. Élodie fut charmée par ce monde nouveau, raffiné, où tout semblait plus facile, plus élégant. Arthur était le contraire de ce qu'elle avait connu avec sa mère, cultivé, sophistiqué, issu d'un monde bourgeois. Peu à peu, Élodie changea. Son ton devenait plus sec lorsqu'elle parlait à Solène. Elle raccourcissait les appels, reportait les visites, inventait des excuses. Solène sentit cette distance grandissante, sans comprendre d'où elle venait. Elle pensait qu'Élodie était simplement absorbée par ses études. Mais un jour, en regardant les photos qu'elle postait sur les réseaux, elle réalisa avec douleur qu'elle n'y apparaissait plus jamais. Pas une seule mention. C'était comme si elle n'existait plus. Les messages d'Élodie se firent plus espacés, ses réponses plus brèves, ses visites plus rares. Elle prétextait des examens, des entretiens, des dîners de famille avec les Delma. Solène, bien qu'attristée, tentait de comprendre, de ne pas se montrer intrusive. Elle envoyait des textos pleins de tendresse, souvent sans réponse. À chaque silence, son cœur se brisait un peu plus. Elle se persuadait que c'était passager, que sa fille finirait par revenir à elle. Un jour, Élodie lui dit sans détour, « Maman, ce n'est pas que je t'ignore, c'est juste que ce n'est pas évident de te présenter à leur famille. » Solène resta muette. Ce n'était pas une question de temps, mais de honte. Elle comprit alors qu'elle gênait. Sa peau fatiguée, ses vêtements modestes, ses mains de femme qui nettoie. Tout cela ne cadrait pas avec le monde d'Arthur. Et sans s'en rendre compte, Élodie glissait lentement vers un univers où sa mère n'avait plus sa place. Solène faisait semblant de ne rien voir, mais la douleur s'incrustait chaque jour un peu plus. Elle continuait d'envoyer de l'argent à sa fille, même quand cela signifiait sauter un repas. Elle n'attendait rien en retour, juste un sourire, une attention, une trace de leur complicité passée.
Mais plus le temps passait, plus Élodie devenait distante, presque étrangère. Elle n'appelait plus pour demander conseil, ni pour raconter ses journées. Le vide s'installait, pesant, cruel. Lors d'une rencontre rapide dans un café, Élodie parla tout le temps d'Arthur, de ses projets, de ses vacances à venir. Elle ne demanda rien à sa mère, pas même comment elle allait. Solène souriait en surface, mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Elle comprenait qu'elle n'était plus qu'un décor, un souvenir lointain. Mais par amour, elle acceptait tout, espérant que sa fille ouvrirait un jour les yeux. Elle n'aurait jamais imaginé que le pire restait encore à venir. Un dimanche matin, Élodie débarqua à l'improviste, rayonnante, tenant fièrement une enveloppe blanche. « On va se marier, maman », annonça-t-elle, comme si tout était encore comme avant. Solène, malgré le choc, sourit et serra sa fille dans ses bras. Elle se disait que ce mariage serait peut-être l'occasion de les rapprocher. Dans leur région, c'était au père de la mariée de financer l'événement. Mais Solène n'hésita pas une seconde à prendre sa place. Elle proposa de tout payer, la cérémonie civile, le vin d'honneur, la robe, les fleurs, le repas. Élodie accepta, presque avec soulagement. Elle ne posa pas de questions. Solène se mit à vendre ses derniers bijoux, à vider ses économies, à chercher les meilleurs prestataires. Elle voulait que tout soit parfait pour sa fille. Et surtout, elle voulait être à ses côtés ce jour-là, comme elle l'avait toujours été dans les moments importants de sa vie. Solène se lança corps et âme dans les préparatifs. Elle passe ses soirées à comparer des devis, à visiter des salles, à rencontrer des fleuristes. Chaque décision, elle la prend en pensant à Élodie. Elle veut que sa fille se sente comme une princesse. Pour cela, elle vide entièrement son livret, vend les derniers bijoux de famille, et même la montre de son défunt mari. Rien n'est trop beau pour Élodie. Elle ne parle à personne de ses sacrifices. Elle garde le sourire, même quand les factures s'accumulent. Elle pense que ce mariage va les rapprocher, qu'elle retrouvera enfin sa fille comme avant. Elle se voit l'accompagnant à l'autel, main dans la main, le regard rempli de fierté. Elle imagine des photos, des rires, des embrassades. Elle ne se doute pas que, dans l'esprit d'Élodie, ce jour n'aura rien de partagé. Elle est seule à rêver cette union. Le matin du mariage, Solène prend soin de se préparer longuement. Elle met une robe sobre mais élégante, qu'elle a elle-même retouchée pour l'occasion. Elle boucle ses cheveux avec des bigoudis chauffants empruntés à une voisine. Elle applique un peu de maquillage, maladroitement, les mains tremblantes. Puis elle emballe soigneusement un petit présent, un médaillon en or, appartenant à sa propre mère. Un symbole d'amour transmis de génération en génération. Arrivée à l'église, elle sent immédiatement les regards pesants. La famille d'Arthur la salue à peine, avec froideur et dédain. Personne ne l'invite à entrer ni ne l'aide à trouver sa place. Une jeune femme de l'organisation, visiblement mal à l'aise, l'interpelle : « Vous êtes la mère de la mariée ? Suivez-moi, s'il vous plaît. » Solène la suit, pleine d'espoir, mais au lieu de l'intérieur, on la dirige vers un coin reculé à l'extérieur, à côté des poubelles. Elle ne voit même pas l'entrée du chœur. Solène reste debout un instant, figée, les yeux fixant cette chaise isolée. L'odeur des sacs noirs mêlés à l'humidité du matin lui serre la gorge. Elle regarde autour d'elle, personne n'a l'air choqué. Elle est invisible. Elle s'assoit lentement, pose le médaillon sur ses genoux et tente de retenir ses larmes. Son cœur bat si fort qu'elle en a la nausée. Comment pouvait-on lui faire ça ? Après tout ce qu'elle a donné ? Elle tente de rester digne. Mais les rires à l'intérieur, les flashs des photos, les applaudissements, tout cela résonne comme une moquerie. Elle se lève, hésite, puis avance vers l'entrée pour essayer de parler à Élodie avant la cérémonie. Peut-être est-ce une erreur, peut-être qu'elle peut encore changer les choses. Mais ce qu'elle entend à cet instant va la briser à jamais. Une phrase, tranchante comme une lame, qui anéantit toute illusion. Et à cet instant précis, Solène comprend qu'elle n'est plus la bienvenue dans la vie de sa propre fille. Solène aperçoit Élodie en train d'ajuster sa robe blanche,
entourée de demoiselles d'honneur. Son cœur se gonfle de tristesse mêlée d'amour. Elle s'approche doucement, le regard humide, et lui murmure « Ma chérie, je suis désolée, mais de ma place, je ne vois même pas l'autel. » Élodie tourne la tête, la regarde de haut en bas, comme si elle n'était qu'un détail embarrassant. Sans émotion, elle répond « Chacun est à la place qu'il mérite. » Ces mots résonnent dans la tête de Solène comme un coup de massue. Elle reste figée, incapable de parler, incapable même de respirer. Le regard de sa fille est froid, sans amour, sans reconnaissance. Elle recule lentement, les jambes tremblantes, le médaillon toujours serré dans la main. Tout ce qu'elle croyait, tout ce qu'elle espérait, s'effondre. Ce mariage n'est pas une célébration de l'amour, c'est l'effacement d'une mère. Solène retourne à sa place désignée, à l'extérieur, sans dire un mot. Le ciel semble plus gris qu'avant, le bruit des mouettes plus strident. Elle s'assied, mais ne sent plus le sol sous ses pieds. Elle entend les rires étouffés de la famille du marié, leurs chuchotements moqueurs, leurs regards pleins de supériorité. Quelqu'un murmure même, on aurait pu lui prêter un tablier, elle aurait fait le service. Solène baisse les yeux. Elle ne pleure pas encore, mais son âme saigne. Elle serre le médaillon si fort qu'il laisse une trace rouge dans sa paume. À cet instant, elle comprend que sa présence est une gêne, un fardeau qu'on a tenté de cacher. Le mariage qu'elle a payé, organisé, rêvé, n'est pas le sien. Elle n'est qu'une spectatrice non désirée, reléguée à côté des déchets. Une mère qu'on nie, qu'on humilie. Elle ferme les yeux. Et dans ce silence, quelque chose en elle se brise définitivement. Quand les cloches retentissent et que la cérémonie commence, Solène n'a plus la force de se lever. Elle regarde à peine. Chaque note de musique, chaque rire à l'intérieur, chaque applaudissement est une blessure supplémentaire. Elle ne pleure pas à grands sanglots, non. Ce sont des larmes lentes, discrètes, douloureuses. Elles coulent le long de ses joues sans qu'elle les essuie. Personne ne les voit. Personne ne les entend. Elle pense à toutes les nuits passées à veiller Élodie malade, aux anniversaires organisés seuls, aux vêtements raccommodés, aux sacrifices faits en silence. Et maintenant, elle est là, invisible, traitée comme une étrangère. Une vieille femme de trop. Pourtant, c'est elle qui a tout donné. C'est elle qui a bâti cette journée, pièce par pièce, avec amour. Mais dans ce monde de paillettes, de faux semblants, il n'y a plus de place pour l'amour vrai. Seulement pour l'apparence. Assise à l'écart, les joues mouillées de larmes, Solène se redresse soudain. Quelque chose en elle a changé. Elle n'est plus seulement blessée, elle est lucide. Elle sort discrètement son téléphone de son sac, compose les numéros 1 à 1. Le traiteur, le digi, la décoratrice, la location de la salle. Tous sont appelés et reçoivent les mêmes consignes, tout annulé. Immédiatement. Plus de réceptions, plus de fêtes. Plus rien. Elle parle d'une voix calme mais ferme, sans trembler. Chaque mot est une délivrance. C'est elle qui a tout payé, elle qui a tout préparé. Elle décide d'y mettre un terme. Ce n'est pas une vengeance, c'est un acte de survie. Elle ne veut pas être la mère qu'on cache pendant que d'autres dansent sur son sacrifice. Solène range son téléphone, essuie ses larmes. Puis elle se lève, tourne les talons, et quitte l'église sans se retourner. Les invités affluent au lieu de réception, impatients de fêter l'union. Des voitures de luxe se garent, des talons claquent sur les pavés. Mais à leur arrivée, un spectacle inattendu les attend, des serveurs rangent les nappes, les musiciens plient leurs instruments, les guirlandes sont décrochées. La salle est vide, le silence est glacial. L'ambiance de fête disparaît en une seconde. Les visages se figent. Personne ne comprend. Arthur s'énerve. Élodie panique. Elle appelle en hurlant, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Solène, assise chez elle, répond d'un ton posé, « Je t'ai rendu exactement ce que tu m'as donné aujourd'hui. » Le même respect. La même place. Elle raccroche, sans hausser la voix. Les mots, eux, claquent comme des gifles.
Au bout du fil, Élodie hurle, mais Solène est déjà loin, enfermée dans le calme amer de sa solitude retrouvée. Autour des mariés, c'est le chaos. Certains invités repartent furieux, d'autres filment la scène sur leur téléphone. La mère d'Arthur souffle, offusquée, comment a-t-elle pu faire ça? C'est indigne. Mais une serveuse murmure, indigne? Vous l'avez mise près des poubelles? Un silence pesant s'installe. Quelques regards changent, mais il est trop tard. Le mal est fait. Il n'y aura ni fête, ni bonheur partagé. Élodie s'effondre dans un coin, maquillage ruiné, robe froissée. Arthur discute déjà avec un contact pour réserver un restaurant en urgence. L'orgueil de son nom l'oblige à ne pas laisser l'humiliation s'installer. Mais au fond, même lui sent que quelque chose s'est brisé. Ce mariage commence par une fracture. Une mère effacée, une fille démasquée, et une vérité qu'on a tenté de camoufler sous des rubans blancs. Le masque de perfection est tombé. Solène, seule chez elle, regarde son téléphone posé sur la table comme un objet étranger. Il vibre une dernière fois. Un message d'Élodie s'affiche, rempli de colère, d'incompréhension, de mots durs. Elle ne répond pas. Puis elle prend une grande inspiration, compose à nouveau le numéro de sa fille, cette fois pour dire ce qui doit être dit. Quand Élodie décroche, Solène murmure simplement, « Merci pour la place que tu m'as réservée aujourd'hui. Maintenant je sais exactement où je me tiens dans ta vie. » Il n'y a pas de cri. Juste le silence de l'autre côté de la ligne. Avant qu'Élodie ne trouve un mot, Solène ajoute, « Ce mariage, je l'ai payé, mais je n'en faisais pas partie. Je vous laisse le reste. » Puis elle raccroche, ferme les yeux, et laisse couler les dernières larmes de la journée. Ce n'est plus de la douleur, c'est une libération. Une page se tourne. Et derrière elle, un amour trahi vient de mourir en silence. Pour sauver les apparences, Arthur réserve en urgence un restaurant haut de gamme dans le centre de Bordeaux. Il contacte ses parents, ses amis, réorganise tout en quelques heures. Les invités affluents, un peu perdus mais séduits par le luxe de l'endroit. Les serveurs s'activent, le champagne coule, les plats sont servis dans une ambiance feinte. Élodie sourit, mais ses yeux restent vides. Le rire de façade cache le vide qu'elle sent en elle. Les invités parlent bas. Personne ne comprend vraiment ce qu'il s'est passé. Certains évoquent un malaise, d'autres parlent d'un caprice maternel. Mais une atmosphère étrange plane sur la soirée. L'absence de Solène est un fantôme que personne ne peut chasser. Élodie sent peser chaque regard, chaque silence. Et au fond d'elle, elle sait, rien dans ce restaurant ne pourra remplacer ce qui a été perdu à jamais ce jour-là. Les jours suivants, Solène ne reçoit ni appel, ni message. Élodie coupe tout contact, comme si elle voulait effacer cette journée de sa mémoire. Elle raconte à ses proches que sa mère est instable, qu'elle a agi par jalousie ou par folie. Solène n'essaie même pas de se défendre. Elle reste enfermée chez elle, en silence, ruminant le vide laissé par l'ingratitude. Elle regarde les photos du mariage en ligne, où elle n'apparaît sur aucune image. Elle ne reconnaît plus la fille qu'elle a élevée avec tant d'amour. Elle tente de reprendre une routine, de cuisiner, de marcher un peu le matin. Mais rien ne semble avoir de goût. Chaque geste est lourd, chaque souvenir douloureux. Elle ne veut pas de vengeance, seulement de paix. Et surtout, elle ne veut plus jamais être là où on la traite comme un fardeau. Elle a donné sa vie. On lui a rendu le mépris. L'hiver s'est installé. Solène passe ses journées à tricoter en silence, à écouter le tic-tac de l'horloge, à attendre sans vraiment espérer. Puis un soir, son téléphone sonne. Le nom d'Élodie s'affiche à l'écran. Elle hésite. Elle décroche finalement, la voix tremblante. Au bout du fil, des sanglots. Élodie ne parle pas tout de suite. Elle pleure, implore, « Maman, est-ce que je peux venir ? Il s'est passé quelque chose de grave ?» Solène reste un instant sans réponse. Elle reconnaît la voix brisée de sa fille, différente, affolée. Sans poser de questions,
Elle répond simplement, viens. Moins d'une heure plus tard, elle entend des coups précipités à sa porte. Lorsqu'elle ouvre, elle découvre Élodie, seule, en larmes, le visage tuméfié, les vêtements froissés. Plus rien ne reste de la jeune épouse parfaite. Elle entre, s'effondre dans les bras de sa mère. Et tout ce que Solène ressent, c'est une immense tristesse. Élodie reste assise sur le canapé, tremblante, incapable de relever la tête. Solène lui apporte une couverture, du thé chaud, sans poser de questions. Le silence est lourd, mais empli d'un étrange apaisement. Puis, d'une voix presque inaudible, Élodie raconte. Arthur l'a frappée. Devant ses parents. Il l'a insultée, traitée de moins que rien, dit qu'il avait rencontré quelqu'un, de mieux, et l'a jetée hors de chez lui comme une servante inutile. Elle avait tout perdu en une nuit. Maison, statut, dignité. Ses beaux-parents l'avaient soutenue, l'avaient regardée s'effondrer sans lever le petit doigt. Aucun ami n'avait pris sa défense. Elle s'était retrouvée seule, abandonnée, humiliée. Et la seule personne à qui elle avait pensé dans cet instant de désespoir, c'était sa mère. Celle qu'elle avait reniée, oubliée, rejetée. C'est vers elle qu'elle revenait maintenant. Parce qu'elle savait que seule cette femme lui ouvrirait encore les bras. Solène écoute, sans interrompre, les poings serrés sur ses genoux. Chaque mot de sa fille est une plaie nouvelle, mais elle ne montre rien. Elle n'a pas attendu ce retour. Elle ne l'espérait plus. Et pourtant, elle est là, cette fille brisée, dépouillée de son orgueil. Solène voit dans ses yeux la vérité que les années de mensonges ont voulu cacher. Arthur n'était qu'un masque doré. Derrière les apparences, il n'y avait que violence et mépris. Élodie lève enfin les yeux et murmure, « J'ai été horrible avec toi. » Solène ne répond pas tout de suite. Elle la regarde longuement, voit la petite fille qu'elle a bercée, celle qu'elle a protégée. Puis elle dit d'une voix calme, « Tu as fait ton choix. Maintenant tu en paies le prix. » Pas de vengeance dans ces mots. Juste une réalité glaciale. Et pour la première fois, Élodie comprend la gravité de ses actes. Élodie tombe à genoux devant sa mère, le visage baigné de larmes, incapable de retenir sa douleur. Elle répète, comme un souffle coupé, « Pardon, pardon, je ne mérite même pas que tu me regardes. » Solène, figée, la laisse s'exprimer sans un mot. Elle a attendu des années une once de reconnaissance, et maintenant cette demande explose dans un contexte de ruine. Il n'y a pas de satisfaction, seulement un mélange d'épuisement et de lucidité. Ce n'est pas le moment de juger, mais de dire la vérité. Solène s'agenouille lentement à côté d'elle. Elle caresse doucement ses cheveux, comme elle le faisait autrefois. Puis, d'une voix rauque, elle murmure, « Je t'ai aimé plus que ma propre vie. Mais tu m'as arraché le cœur le jour de ton mariage. » Élodie serre sa mère contre elle en sanglotant. Elle comprend que l'amour est encore là, mais qu'il ne pourra jamais effacer les blessures les Sada. Le lien est brisé, même si la porte reste entr'ouverte. Le pardon commence, mais l'oubli n'existe pas. Solène installe sa fille dans l'ancienne chambre, restée intacte depuis son départ. Elle change les draps, allume une petite lampe, prépare une soupe chaude. Elle agit avec douceur, mais son regard est différent. Moins lumineux. Plus prudent. La nuit tombe et Élodie s'endort sans dire un mot, épuisée par la honte et la douleur. Solène, elle, reste dans la cuisine, seule avec ses pensées. Elle fixe la photo de famille sur le frigo, où le visage souriant d'Élodie semble appartenir à une autre époque. Le lendemain, Solène sert le petit déjeuner en silence. Élodie descend, tête basse, s'assoit timidement. Les deux femmes mangent sans un mot pendant de longues minutes. Puis Solène pose sa tasse, regarde sa fille et dit calmement, « Je te pardonne. Parce que je suis ta mère. Mais je n'oublierai jamais le jour où tu m'as laissé dehors, à côté des poubelles. » Élodie baisse la tête, les larmes aux yeux. Elle comprend que ce n'est pas un nouveau départ, mais un long chemin à parcourir pour mériter à nouveau la confiance perdue. Les jours suivants sont marqués par la gêne, les silences et les gestes maladroits.
Elodie propose de faire les courses, de préparer le dîner, de réparer les choses cassées dans l'appartement. Elle tente de retrouver sa place, mais tout a changé. Solène n'est plus la mère effacée et dévouée d'autrefois. Elle est droite, digne, et garde ses distances. Chaque interaction entre elles semble suspendue, comme si un mot de travers pouvait tout faire exploser. Elodie marche sur des œufs, consciente qu'elle a tout détruit. Pour la première fois, Elodie comprend ce que signifie réellement la solitude, la honte, la perte. Elle regarde sa mère avec des yeux nouveaux, remplis de respect et d'admiration. Solène devient un repère, une force silencieuse qu'elle n'a jamais su reconnaître. Petit à petit, elle commence à écouter, à observer, à apprendre à être une fille. Non pas une enfant gâtée ou une épouse brillante, mais une femme capable de gratitude. Ce retour n'est pas une réconciliation magique. C'est une reconstruction lente, pierre par pierre. Avec le temps, Elodie découvre la vérité que l'orgueil lui avait longtemps cachée. Ce n'est pas l'argent, ni les apparences, ni les beaux mariages qui donnent la vraie valeur d'une personne. C'est la loyauté silencieuse d'une mère, sa tendresse sans limite, sa capacité à tout donner sans rien demander. Chaque jour, elle se rend compte de la grandeur de cette femme qu'elle avait rejetée. Elle observe Solène, simple, forte, vraie. Et elle comprend enfin ce qu'elle avait méprisé sans raison. Elle se rappelle tous les sacrifices faits dans l'ombre, les repas sautés, les vêtements rapiécés, les nuits blanches passées à veiller. Tout ce que Solène avait fait pour elle ne venait pas d'un besoin d'être reconnue, mais d'un amour profond et désintéressé. Elodie ressent une honte immense, mais aussi une envie sincère de réparer. Elle commence à écrire dans un carnet tout ce qu'elle veut dire à sa mère. Pas pour effacer le passé, mais pour honorer ce qu'elle est. Et pour ne jamais plus l'oublier. Les saisons passent. Elodie ne quitte plus sa mère, même quand on lui propose un nouveau travail dans une autre ville. Elle reste. Elle prépare le café le matin, l'accompagne au marché, partage les petits riens du quotidien. Chaque geste est une manière de dire « je t'aime » sans les mots. Solène ne parle jamais du mariage, ni du passé. Mais dans son regard, une douceur est revenue, fragile, précieuse. Elle sent que sa fille n'est plus la même. Un soir, lors d'un dîner modeste, Elodie prend la main de Solène et murmure « Maman, tu es la seule qui m'ait jamais vraiment aimée. » Solène ne répond pas. Elle serre sa main en silence. Il n'y a pas de musique, pas d'applaudissements, pas de robe blanche. Mais ce moment-là, simple et sincère, est plus fort que n'importe quelle cérémonie. Car cette fois, Solène n'est plus à côté des poubelles. Elle est au centre de la seule chose qui compte vraiment, l'amour retrouvé. Tu as aimé cette histoire ? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.